revient donc au sort qui a été celui de la matrice catholique structurante qui, en l'espace de quelques décennies, s'est totalement disloquée. Bien évidemment, on n'a pas la prétention d'être les premiers à parler de déchristianisation de la société française et de déclin du catholicisme. Il y a des gens émérites qui ont travaillé et qui ont écrit sur le sujet bien avant nous. Je pense notamment à Marcel Gauchet et son livre sur le désenchantement du monde, qui a été publié au début des années 80. Nous sommes arrivés modestement 35 ans plus tard pour valider la thèse de Gauchet qui parle du processus de sortie de la religion, mais non seulement pour valider ça, mais pour mesurer le fait que nous étions sans doute arrivés désormais au stade terminal de la déchristianisation. Alors, je suis ici dans une église protestante, alors je dis souvent déchristianisation, on peut peut-être dire décatholicisation, plus exactement, même on verra qu'il y a un certain nombre de parallèles. Pour prendre l'ampleur de ce processus et de cet effondrement, il faut regarder à 3 niveaux. Un premier niveau qui est celui de la pratique religieuse, très importante dans la religion catholique, avec, par exemple, un indicateur qui est l'assistance à la messe dominicale. Quand on prend les sondages de l'IFOP, qui est une vieille maison, on retrouve un sondage de 1960, donc c'est une date importante, on est à la veille de Vatican II, et quand les enquêteurs de l'IFOP demandent aux Français à quelle période, à quelle fréquence se rendent-ils à la messe, eh bien 35% d'entre eux répondent tous les dimanches ou plus. À l'époque, c'est même posé comme ça, tous les dimanches ou plus. 35%. On a reposé en 2013 la même question à l'identique, donc ça fait drôle aux enquêteurs de demander est-ce qu'on allait tous les dimanches ou plus à la messe, mais il faut poser la question à l'identique pour qu'on puisse comparer les choses. Et donc on obtient un taux de 5%. Donc en l'espace de 50 ans, on est passé de 35 à 5. Donc vous voyez, et on va le voir par ailleurs dans la présentation sur d'autres éléments, ce qui nous a beaucoup frappé, nous, c'est la vitesse avec laquelle ces phénomènes ou ces processus se sont déployés. 35% à 5%. Alors, vous me direz, et vous aurez raison, déjà en 1960, les catholiques pratiquants sont minoritaires dans la société française. Mais comme on dit à la bourse, à 35%, vous êtes une sacrée minorité de blocage. Vous pesez lourd, vous êtes majoritaire dans des territoires entiers, vous avez tout un écosystème autour de vous, des écoles, une presse, des associations, des intellectuels, des relais politiques, et donc ça pèse. De la même manière, à 5%, les catholiques pratiquants n'ont pas disparu de la société française, ils sont bel et bien présents, toujours actifs, engagés dans de nombreuses sphères, l'assistance, enfin, le caritatif, le spirituel, parfois le politique, mais à 5%, ils ne sont plus aujourd'hui qu'une des îles de l'archipel français, ils deviennent minoritaires comme d'autres, et donc ils n'ont pas l'habitude de ça, historiquement, alors qu'ils étaient un des piliers constitutifs de la société française il y a encore 2 générations seulement. Ça, c'est de ce côté de l'autel, la déchristianisation, la chute du catholicisme. On le voit aussi de l'autre côté de l'autel, avec des chiffres là qui ne viennent pas de l'IFOP, mais qui viennent de l'Église elle-même. Quand on regarde sur le site de la Conférence des évêques de France, on trouve toute une série de statistiques, notamment une qui a retenu notre attention, qui est celle du nombre de prêtres diocésains en activité en France, prêtres catholiques. Ils sont encore à peu près 20 000 à la fin des années 90, ils sont aujourd'hui 12 000. Donc là aussi, vous voyez qu'en 20 ans, on a perdu 40% de l'effectif. Si on poursuit les courbes, exercice que les sondeurs adorent faire, on peut diagnostiquer que d'ici 25 à 30 ans, si la tendance ne s'inverse pas, et on ne voit pas tellement comment elle s'inverserait, eh bien il n'y aura plus de prêtres catholiques en France. On peut même raccourcir l'échelle de temps en intégrant dans le modèle la moyenne d'âge relativement élevée de cette population, et donc arriver à ce constat, parce que quand on parle de déchristianisation ou de fin du catholicisme, dans le pays qui était la fille aînée de l'Église, c'est pas facile à matérialiser, mais de manière très concrète, on me dirait il peut ne plus y avoir de prêtres catholiques en France. Alors, bien évidemment, on n'arrivera peut-être pas tout de suite à cette extrémité, puisque l'Église de France fait appel assez massivement à des prêtres qui viennent du Sud, des pays du Sud du globe, pour maintenir une présence. Et donc on pourra peut-être maintenir 5, 6 000, 7 000 prêtres en activité via le renfort de ces prêtres qui viennent de pays du Sud. Et donc on aurait là
un exemple parmi d'autres d'une clin d'œil historique quand on sait que la France, au début du XXe siècle, fournit à elle seule plus de 70% des missionnaires que Rome envoie partout sur la planète porter la bonne parole. Alors à l'échelle de Rome, à l'échelle temporelle et géographique, c'est juste un coup de main qu'on donnerait à une filiale ancienne qui a beaucoup donné mais qui est aujourd'hui un signe de fatigue. À l'échelle de la société française, c'est une toute autre affaire. À côté de ce premier niveau, j'allais dire, qui s'intéressait uniquement à la pratique religieuse et à la foi, on a un deuxième niveau plus profond qui est celui de l'influence culturelle. Parce que le catholicisme, vous le savez, c'est pas simplement une pratique religieuse, c'est aussi un rayonnement culturel. Et là aussi, les indicateurs qu'on peut mobiliser nous montrent qu'il y a un décrochage et un déclin très très appuyé. On va, pour l'illustrer, prendre une première fois le cas des prénoms. Si on prend au hasard le prénom Marie, qui est extrêmement connoté culturellement, religieusement, Marie, en 1900, est un prénom qui est donné à une petite fille sur 5 qui va naître en France cette année-là. 20% des petites filles s'appelaient Marie. C'est une moyenne nationale. Ici, en Île-de-France, où la déchristianisation était précoce, on est déjà à peine à 10% de Marie, mais dans des départements qui étaient à l'époque très catholiques, les Vosges, le Finistère, c'est une petite fille sur 2 qui naît cette année-là qui reçoit ce prénom-là. Donc vous voyez l'influence du catholicisme qui allait jusqu'à conditionner ou orienter très clairement le choix des prénoms qui étaient donnés par les familles à leurs enfants. Pour les garçons, c'était Jean. 16% des garçons s'appelaient Jean en 1900. Si on revient à Marie, eh bien aujourd'hui, Marie est un prénom qui est donné à 0,3% des petites filles qui naissent en France aujourd'hui. Donc on est passé de 20 à 0,3 en un peu plus d'un siècle. Et là, vous avez une illustration du déclin de l'influence culturelle du catholicisme. Mais tout ça va encore un cran plus loin. Le catholicisme et le christianisme fournissaient ou fournissent aussi, ont fourni à nos sociétés une grille de lecture et une vision du monde. Et tout ça influait très fortement sur notre conception anthropologique. Le rapport au corps, le rapport à la mort, la sexualité, la hiérarchie entre les espèces, tout ça était très fortement imprégné par cette grille d'analyse et cette culture judéo-chrétienne. Sur un très grand nombre de ces sujets, ce consensus-là n'existe plus. Quand je parle de consensus, c'est que qu'on soit catholique, protestant ou complètement athée, on enterrait les morts pendant des siècles et des siècles. On considérait que l'animal devait être respecté en tant que créature de Dieu, mais il avait quand même été créé pour être au service de l'homme et accessoirement pour être mangé. Et donc qu'on soit communiste ou catholique pratiquant, on s'accordait à peu près là-dessus, au moins. On se battait sur autre chose. Ces fondamentaux-là sont complètement remis en cause aujourd'hui par une part grandissante de la population. Quand on regarde les statistiques, une majorité de nos concitoyens souhaitent aujourd'hui se faire incinérer plutôt que se faire enterrer. Si on reste sur la question du rapport au corps, il y avait une pratique qui était, dans les textes, combattue par l'Église, pas tellement sous nos latitudes où elle était peu pratiquée, c'était la pratique du tatouage. En disant, le corps humain a été créé à l'image de Dieu et donc il est interdit de scarifier ou de le marquer. Aujourd'hui, nous avons 18% de la population française qui est tatouée. 18%. Chez les personnes de plus de 65 ans, c'est 1%. Donc si monsieur n'a pas fait son service militaire dans la marine nationale et qu'il n'a pas voyagé sous des tropiques clémentes, ou si on n'exerçait pas un certain nombre de professions très particulières, il n'y a quasiment aucune chance statistique que vous soyez tatoué. Parmi les enfants, les petits-enfants de ces personnes de plus de 65 ans, les moins de 35 ans, ils sont tatoués à hauteur de 35%. Il y a 4000 artisans tatoueurs en France.
Donc avant qu'on réforme la carte des cantons, il y avait 4000 cantons. Donc on peut dire qu'il y avait à peu près un artisan tatoueur par canton. Donc là aussi, vous avez une illustration des changements anthropologiques très profonds et qui se produisent de manière accélérée. Autre sujet, j'en ai parlé juste avant, la hiérarchie des espèces. Vous avez un courant vegan, un courant animaliste qui est en train de prendre une place croissante dans le débat public en France. Il y a 1 an aux élections européennes, enfin 6 mois, un parti animaliste, avec une jolie affiche de chats et de chiens, se présente aux élections européennes, ils font 2% des voix. Alors vous allez me dire, 2% des voix, c'est rien du tout. Mais il y a un parti qui s'appelle le Parti communiste, qui se présente sans l'ombrelle Mélenchon, cette fois-ci, et qui fait 2,5% des voix. Moi, j'ai commencé dans les sondages il y a 25 ans. Si on m'avait dit, il y a un truc qui s'appelle le Parti animaliste, qui va faire le même score que le Parti communiste, et bon, il faut peut-être qu'on regarde un petit peu l'échantillon, mais c'est ça qui s'est passé. Et donc on voit bien là, cette hiérarchie des espèces, et vous allez voir au municipal, il y a la pression d'un certain nombre d'associations pour des journées sans viande dans les cantines scolaires, pour des postes d'adjoints à la condition animale dans les municipalités, etc., etc. C'est en train de monter en puissance. On a eu tout le débat au moment des fêtes de fin d'année sur est-ce qu'il ne faut ou pas interdire le gavage des oies et des canards. Donc, au pays de la gastronomie, ça se pose quand même là, au nom de respect de la dignité de l'animal. Donc tout ça peut paraître anecdotique, mais quand on relie les fils, on voit bien qu'on est en train de basculer dans c'est pour ça qu'on a parlé, nous, de basculement anthropologique. Je terminerai ce sujet-là par un dossier qui est d'une actualité très brûlante, ou très récente. C'est la question de la PMA, l'extension de la PMA, procréation médicalement assistée, pour les couples de femmes et les femmes seules. Donc, une partie de l'île catholique a défilé non loin d'ici il y a quelques jours pour s'opposer à cela. Aujourd'hui, quand on fait les sondages sur ce sujet, vous avez 2/3 de la population française qui est favorable à l'élargissement du droit à la PMA. Alors, c'est un sondeur qui vous parle, il faut toujours se méfier des libellés, des questions, des sondages. Quand on dit certains ont des droits, est-ce que vous êtes favorable à ce que tout le monde ait les mêmes droits? En général, on fabrique du oui dans le sondage. Mais ce biais-là, on l'avait déjà sur cette question au début des années 90, quand l'IFOP pour la première fois pose des questions là-dessus. À l'époque, c'est 25% de la population française seulement qui est favorable à l'extension de la PMA, pour les couples de femmes ou les femmes seules. À l'époque, je crois qu'on ne parlait même pas de femmes seules, parce que ce n'était même pas dans le débat. Alors, si on veut poser la question de manière un peu plus équilibrée, on la pose comme ça, et puis on rajoute une autre phrase, parce que tout le monde n'est pas forcément hyper expert sur le sujet, en disant, au fait, les enfants qui vont naître dans de telles configurations n'auront pas de père. S'il y a un couple de femmes ou une femme seule, il n'y a pas de père. Est-ce que vous êtes favorable ou opposé à la PMA? Donc là, on n'a plus les mêmes chiffres, mais on est à 50-50, quand même, sur un sujet avec une formulation comme celle-ci. Et, encore une fois, quand on décline les résultats par tranche d'âge, 2/3 des plus de 65 ans, avec cette formulation, sont opposés, quand 2/3 des moins de 35 ans sont favorables. Et donc, au gré du renouvellement générationnel et de la modification de la législation, pour répondre à une demande sociétale, nous allons, sur tous ces sujets, assister dans les 10-15 prochaines années à un très profond basculement anthropologique. Il a déjà commencé, mais il ne se voit pas pleinement parce que les générations issues du baby-boom, qui donc ont grandi dans la France qu'on pourrait appeler d'avant, qui étaient formatées sur un certain nombre de grilles qui nous étaient héritées de la longue histoire, cette génération-là, au fur et à mesure où elles vont être remplacées par d'autres générations, l'équilibre va se modifier très sensiblement, parce que la France qui vient est sur toutes ces questions-là, sur la question de l'animalisme, c'est également vrai, sur un référentiel qui est très très éloigné de celui qu'on a connu. Et donc c'est pour ça que cette dislocation de la matrice catholique, elle est bien plus profonde que est-ce qu'il y aura encore des gens dans les églises. C'est tout un référentiel qui est en train de se disloquer et de muter sur autre chose.
Face à ce bloc catholique, on avait en face, il s'était constitué pour y faire pièce, un bloc républicain et laïque, au sein duquel, des années 30, ou plutôt de la fin de la Seconde Guerre, jusqu'à la fin des années 70, au début des années 80, au sein duquel un pilier était extrêmement puissant, c'était le Parti communiste, qui constituait, à l'instar des catholiques, une espèce de contre-société. On parlait de l'Église rouge, dans les travaux de sociologie politique, et dans les années 60, se faire exclure du PC pour un communiste, c'était aussi douloureux que se faire excommunier pour un catholique. On perdait sa famille, son estime, ses amis, ses repères. Le PC, donc, avait élaboré toute une contre-société avec des associations, une presse, des organisations de jeunesse, des intellectuels, une vision du monde. Et la brique élémentaire de tout ça, c'était la fameuse mairie communiste. On est ici à Paris. Le cœur battant de ce dispositif, c'était la banlieue rouge, toute la ceinture ouvrière autour de Paris, à l'apogée du communisme municipal en France, au municipal de 77. Le PC contrôle 130 municipalités en Île-de-France. Aujourd'hui, ils en contrôlent 25. Donc, ils n'ont pas disparu, mais à l'instar des catholiques, ils ne sont plus qu'une des îles de l'archipel français. Là aussi, tout ça a été très vite. Élection présidentielle de 1980, Georges Marchais fait encore à peu près 15% des voix. On a dit tout à l'heure que le PC faisait à peine mieux que le parti des chats et des chiens, 2,5%. On peut dire, bon, on peut rajouter un bout de l'électorat Mélenchon. Vous voyez que tout ça a été extrêmement rapide. Si on reprend la question des sondages, on peut illustrer du coup le processus d'archipélisation à l'aune d'un échantillon de l'IFOP. Quand l'IFOP sonde le fameux échantillon de 1000 personnes en 1960, eh ben on a dit tout à l'heure, on a 35% de catholiques pratiquants. Donc ça fait 350 sur 1000. Et puis on a à peu près 20 à 25% de communistes. Alors on va dire 250. En général, ce n'est pas les mêmes. Donc on a à peu près 600 personnes qui sont déjà affectées dans 2 cases. Il me reste 400 personnes sur 1000 affectées dans les autres cases de la société française de l'époque. Aujourd'hui, quand je fais le même exercice, j'ai 25 communistes et 50 catholiques pratiquants. J'ai 925 autres personnes à affecter dans les cases. Et donc là, vous avez une illustration, je vais dire, mathématique, basique de ce processus de fragmentation. On va reconvoquer les prénoms pour illustrer encore plus complètement ce phénomène de fragmentation, d'archipélisation et de diversité culturelle grandissante de la société française. Quand on prend le fichier de l'INSEE dont je vous ai parlé tout à l'heure, on constate que de 1900 à 1945, 1950, qu'il y ait une guerre ou qu'il n'y ait pas de guerre, donc avec peu de naissances, chaque année, la France fonctionne avec à peu près 2000 prénoms. Il y a un stock de 2000 prénoms qui sert aux familles françaises, prénom masculin, prénom féminin, à appeler les enfants qui naissent. Et ça ne bouge pas. Il y a des effets de mode, il y a des prénoms qui en perte de vitesse et d'autres qui reviennent au goût du jour, mais le stock de prénoms est à peu près identique. Pour que ce soit encore plus le feu d'artifice, il faut rappeler que l'INSEE, dans sa grande sagesse, met de côté à peu près 50 000 naissances par an, en disant, bon, ceux-là, ils ne sont même pas dans les stats, ils sont en prénom rare. Alors on dit, bon, alors on était regardé ce qu'était le prénom rare dans la classification de l'INSEE. Un prénom rare, c'est un prénom qui va être donné au mieux 2 fois dans l'année en France. Donc je vous redonne les chiffres. On fonctionne aujourd'hui à peu près à 760 000 naissances en France par an. Et donc si vous êtes en prénom rare, ça veut dire que vous êtes 1 ou 2 sur 380 000 du millésime à porter ce prénom. Donc là, il y a une médaille à donner à vos parents parce qu'ils ont très bien travaillé pour trouver un prénom que personne d'autre dans l'année n'aura. Blague à part, vous voyez bien que là, le principe actif, c'est la distinction. Il faut que mon enfant soit unique et singulier par rapport aux autres. Alors qu'historiquement, on donnait souvent le prénom d'un des grands-parents pour inscrire l'enfant dans une lignée, un héritage. Et donc on peut dire que dans l'archipel français,
eh bien chaque île et îlot hisse chaque matin les couleurs, et que les couleurs qui sont hissées, c'est notamment les prénoms qui sont donnés aux enfants.